Bonjour, chers étudiants. Après avoir terminé la partie Union européenne et États membres, nous passons à la partie sur les institutions européennes et leur fonctionnement. Alors, ces institutions européennes ont existé bien sûr au début de la création de la construction européenne ou du développement de la construction européenne, mais ont changé bien sûr tout au long de l'élargissement jusqu'à l'arrivée à la constitution de l'Union européenne. Donc, au début, à la création en 1951, la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, donc, et bien sûr, conformément à la déclaration de Schuman, cette première institution qui, bien sûr, gérait les 6 pays fondateurs, formée par les 6 pays fondateurs, formait la haute autorité. Cette haute autorité possédait un pouvoir exécutif indépendant et pouvait promulguer des lois qu'une cour de justice faisait appliquer. Donc, une cour de justice existait déjà auprès d'une haute autorité. Et pour que cette haute autorité ne soit pas excessive dans ses pouvoirs, une assemblée générale et un conseil des ministres ont été créés à l'époque. Bien sûr, ces institutions vont prendre une autre forme par la suite, avec l'élargissement de l'Union européenne, et d'autres institutions vont être créées. Avec les traités de Rome du 25 mars 1957, qui sont le traité instituant la communauté européenne et le traité instituant la communauté européenne de l'énergie atomique hors atome, qui avait pour but de promouvoir la coopération dans le développement de l'énergie atomique, il a été créé un marché commun qui s'appelait la CEE, la Communauté économique européenne. Le but, bien sûr, de ces communautés, c'est partager certaines institutions. À l'époque, ils partageaient certaines institutions comme la Cour de justice et le Parlement. Par contre, elles possédaient chacune leur propre conseil et haute autorité, qui prit à ce moment-là le nom de commission. Donc, on voit là les prémices d'une Union européenne qui, en 1957, même si les pays membres à l'époque de la communauté européenne gardaient chacun son conseil et sa haute autorité, qui a pris le nom de commission à l'époque, donc ils partageaient une cour de justice et un parlement. Donc voici, on voit apparaître les institutions qui vont unir les pays et qui vont les gérer. Le traité de Lisbonne de 2009 va encore changer les choses parce que quels sont d'abord ces changements apportés par le traité de Lisbonne? Alors, le traité de Lisbonne apporta le système de la codécision, renommé procédure législative ordinaire, qui va renforcer le pouvoir du Parlement. En plus, la taille de la Commission, ou le terme de communauté européenne, est supprimé et réduite avec la nomination d'un président reflétant les résultats des dernières sélections de l'Union européenne et l'institution inclut désormais un haut représentant. Le tribunal de première instance des communautés européennes est rebaptisé Cour générale et des cours spécialisées pourront être attachés à cet organe par la législation. Donc on voit qu'avec l'avènement du traité de Lisbonne, d'autres institutions vont voir le jour ou vont changer de physionomie. Donc nous avons dit qu'avec, bien sûr, le traité de Lisbonne va être instauré ce qu'on a vu auparavant dans le cours Union européenne, la présidence bicéphale ou la double présidence. Donc nous aurons un nouveau président, un président permanent
et une autre représentante des affaires étrangères. Donc, on verra que 2 autres institutions vont être créées. Bon, bien sûr, aussi, parmi les apports ou les changements apportés par le traité de Lisbonne, le tribunal de première instance des communautés européennes va être baptisé Cour générale et il y aura la création de cours spécialisées dans chaque domaine qui pourront être attachés bien sûr à cet organe. Avant de passer à l'étude de cette institution de l'Union européenne avec les 2 organes consultatifs, voyons d'abord quels sont les actes européens par lesquels fonctionnent ces institutions ou sur la base desquels fonctionne cette institution et qui forme ce qu'on appelle le TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui bien sûr a été instauré ou bien a modifié le TCE avec le traité de Lisbonne. Donc, il existe une variété d'actes européens. Nous avons les règlements, les directives, les décisions et les recommandations. Qu'est-ce qu'un règlement? Le règlement, c'est la base, c'est le plus important, parce que c'est une forme de loi directement applicable dans sa intégralité. Donc, directement, c'est la base du droit originaire de l'Union européenne. Les directives. Les directives, par contre, donnent des objectifs à atteindre dans un certain délai par les États membres. Mais les moyens, bien sûr, sont laissés à leur discrétion. C'est-à-dire qu'ils peuvent choisir eux-mêmes les moyens par lesquels ils vont les faire appliquer. Donc, les directives aussi sont importantes, ou elles font partie aussi du droit originaire. Les décisions. La décision est un instrument qui a trait à un groupe ou à une personne en particulier et qui est directement applicable à ce destinataire. Les institutions peuvent aussi publier des recommandations et des avis qui ne sont que de simples déclarations non obligatoires et facultatives. Pour accomplir les actes dont on vient de parler, qui sont les règlements, les décisions, les directives et les recommandations, des procédures s'imposent. 3 procédures sont possibles. Et ces procédures changent l'équilibre des pouvoirs entre le Parlement et le Conseil. Première procédure, l'avis conforme et l'avis simple. L'avis conforme et l'avis simple donnent moins de contrôle sur la législation du Parlement, créant un système plus monocaméral centré sur le Conseil. La deuxième, la deuxième procédure, ou plutôt dans le système de l'avis conforme, le Parlement peut seulement accepter ou rejeter la proposition. Donc, la décision finale revient au Conseil. L'avis simple, qui est une consultation, quant à lui, est une demande adressée au Parlement et aux autres organes consultatifs afin qu'ils proposent des amendements, mais sans possibilité de s'opposer à la législation. Après les 2 procédures qui sont l'avis conforme et l'avis simple, la troisième procédure est là, et c'est celle qui est couramment utilisée, c'est celle de la codécision, qui accorde un pouvoir égal au Parlement et au Conseil. Comment se passe cette procédure? La Commission présente d'abord une proposition au Parlement et au Conseil. Le Parlement communique alors le texte avec ses amendements au Conseil. Ce dernier peut soit adopter le texte, soit renvoyer une position commune. La proposition peut soit être approuvée par le Parlement, soit être amendée encore une fois. Si le Conseil n'approuve pas les changements, à ce moment-là, un comité de conciliation est formé. Ce comité est formé à part égale
par des membres du Conseil et des membres du Parlement, qui ont devant eux 6 semaines pour trouver une position commune. Une fois qu'une position finale est trouvée, elle doit à nouveau être soumise au Parlement et votée à la majorité absolue dans un délai qui ne dépasse pas 6 semaines. Le système institutionnel de l'Union européenne est unique et ne saurait être comparé à celui de ses États membres. Le fonctionnement du système institutionnel de l'Union européenne repose, comme on a déjà dit, sur 7 institutions et plusieurs organes qui ont chacun un rôle bien défini. Nous passons maintenant à la présentation de ces 7 institutions européennes. L'Union européenne, les 7 institutions de l'Union européenne sont le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne, ou ce qu'on appelle le Conseil tout simplement, et qui peut être aussi appelé le Conseil des ministres. Troisièmement, la Commission européenne, le Parlement européen, la Cour des comptes européenne, la Banque centrale européenne et la Cour de justice de l'Union européenne. Ces 7 institutions de l'Union européenne sont assistées de 2 organes consultatifs qui sont le premier, le Comité économique et social européen, CESE. Ce comité est chargé de représenter les intérêts des différentes catégories de la vie économique et sociale européenne. Par exemple, les employeurs, les travailleurs, les agriculteurs, les professions libérales, etc. Ce comité social économique européen doit être consulté de manière régulière sur un grand nombre de sujets, qui sont les allocations sociales, la santé publique, la politique régionale, l'environnement, etc. Et peut par ailleurs être consulté librement par la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne pour donner son avis. Il peut également émettre un avis de sa propre initiative. Le deuxième comité est le comité des régions. Le comité des régions est chargé de représenter les intérêts des collectivités régionales et locales des États membres de l'Union européenne. Il est consulté également de manière obligatoire dans certains domaines comme l'éducation, la culture, les réseaux transeuropéens, etc. Et peut de même être consulté librement pour avis par la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Tout comme le Comité économique et social européen, le Comité des régions peut également même prendre l'initiative d'émettre des avis dans les cas jugés opportuns. Le fait d'être ou de ne pas être une institution comporte, outre l'élément de prestige, surtout des effets juridiques. En effet, le cachet institution donne, par exemple, la faculté de saisir la Cour de justice de l'Union européenne en cas de manquement d'une autre institution aux obligations qui lui incombent. Par exemple, le Parlement peut saisir la Constitution ou la Constitution peut saisir le Conseil de l'Union européenne si jamais il y a un manquement au rôle que doit accomplir l'autre institution. Ce sont également les institutions et non les organes qui adoptent les actes légaux. Les actes légaux qui sont les règlements et les directives, les décisions et les recommandations et avis nécessaires à l'exercice des compétences de l'Union européenne. Nous allons nous arrêter un peu sur un sujet très pertinent, une confusion qu'il ne faut absolument pas faire dans ce cours d'institution. Alors, la confusion est que nous avons 3 appellations qui se ressemblent. Le Conseil européen, le Conseil de l'Europe et le Conseil de l'Union européenne. Alors, le Conseil de l'Union européenne
qu'on a appelé le Conseil des ministres également, et qui peut être appelé aussi Conseil tout court, ne doit jamais être confondu avec le Conseil européen. On a déjà parlé du Conseil européen. Le Conseil européen, c'est le conseil qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres de l'Union européenne, avec le président de la Commission aussi. Et nous avons le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, comme on l'a cité plus haut, est une organisation internationale extérieure à l'Union européenne, qui n'a aucune relation avec l'Union européenne, sauf que l'Union européenne est aussi membre de ce Conseil de l'Europe qui a été créé bien avant l'Union européenne. Et ce Conseil de l'Europe assure, qui est une organisation internationale, assure l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est tournée vers l'éducation, la culture et surtout la défense des droits de l'homme. Le Conseil de l'Europe réunit 47 États européens, c'est-à-dire les 27 États de l'Union plus 20 autres États européens. Et c'est une organisation internationale qui n'a pas de but politique. Son seul souci est la sauvegarde des droits de l'homme en se basant sur la Convention européenne des droits de l'homme qui doit être signée par tous les membres. Passons maintenant à l'aperçu sur les 7 institutions de l'Union européenne et les 2 organes consultatifs. Commençons par la première institution qui est le Conseil européen. Le Conseil européen est l'héritier des conférences au sommet réunissant les chefs d'État ou de gouvernement des États membres de la communauté au nombre de 27 aujourd'hui. Ils étaient 28 avant le Brexit, c'est-à-dire le départ du Royaume-Uni. Donc le Conseil européen réunit les chefs d'État de tous les États membres. Suite au référendum du 23 juin 2016 en faveur du Brexit, le Royaume-Uni est engagé dans un processus de séparation de l'Union européenne, initialement prévu le 29 mars 2019. La sortie du pays a été repoussée jusqu'à janvier 2020. Le premier des sommets du Conseil européen s'est tenu à Paris en 1961. Lors du sommet suivant de Paris de février 1974, il a été décidé que ces réunions de chefs d'État ou de gouvernement se tiendraient régulièrement et prendraient le nom de ce qu'on appelle le Conseil européen, pour permettre une approche globale des problèmes de la construction européenne et assurer la cohésion d'ensemble des activités communautaires. Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil européen est devenu officiellement une institution de l'Union européenne. Autre nouveauté du traité de Lisbonne, le Conseil européen est doté d'une présidence stable pour 2 ans et demi, c'est-à-dire qu'un président de l'Union européenne serait élu chaque 2 ans et demi pour gérer le Conseil européen. Quelle est l'orientation et l'impulsion du Conseil européen? Toutes les grandes décisions politiques qui concernent la construction de l'Europe sont prises par ce Conseil qui réunit les 27 chefs d'État membres. Alors, le Conseil européen décide pour ce qui est de la réforme des traités et des institutions, du financement du budget européen, de l'élargissement de l'Union européenne à d'autres pays également. Il est aussi chargé des positions de l'Europe sur la scène internationale et du passage à la monnaie unique, etc. Donc tout ce qui est relations pertinentes, tout ce qui est action pertinente et tout ce qui a une relation avec la sauvegarde de la sécurité du pays et des pays de l'Union européenne et sa gestion.
Alors, la question qui se pose, quelles sont les décisions politiques que prend le Conseil européen? Les décisions du Conseil européen ont une portée politique importante, puisqu'elles indiquent la volonté des États membres au plus haut niveau. Pour être effectivement mises en œuvre, elles doivent suivre la procédure normale des textes juridiques communautaires, des propositions formulées par la Commission européenne, vote du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne lorsque les textes sont adoptés en codécision. Codécision, c'est-à-dire double décision. Décision entre le Parlement et le Conseil de l'Union européenne. Le Conseil européen intervient également sur des thèmes qui relèvent de la politique intergouvernementale. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, PESC, il a adopté de nombreuses déclarations diplomatiques, dont certaines ont eu un impact important sur le processus de paix au Moyen-Orient ou l'arrêt du conflit en ex-Yougoslavie, par exemple. Alors, le Conseil européen peut également arrêter des orientations ou prendre des décisions en matière de justice, liberté et sécurité, comme par exemple en matière de lutte contre le terrorisme. Le Conseil européen est composé de chefs d'État ou de gouvernement des États membres et du président de la Commission. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le président du Conseil européen, comme on a déjà dit, ainsi que le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité commune participent également à ces travaux. Le poste de président du Conseil européen est occupé depuis le 1er décembre 2019 par le Belge Charles Michel, pour un mandat de 2 ans et demi renouvelable. Le siège du Conseil européen est à Bruxelles. La nomination d'un président permanent de l'Union européenne ou du Conseil européen est une des innovations majeures du traité de Lisbonne. Sa création a été pour répondre à la volonté des dirigeants de doter l'Union d'un pouvoir politique stable, chargé de mener les travaux du Conseil européen afin d'assurer une continuité d'action, souvent peu effective sous les traités antérieurs. Son rôle principal est de présider et d'animer les travaux du Conseil européen, c'est-à-dire le rôle principal du président du Conseil européen. Le président du Conseil européen assure une fonction encore plus importante, c'est celle qui donne plus de visibilité à l'Europe. En effet, le président du Conseil, compte tenu de sa qualité, il représente l'Union pour les matières relevant de la politique extérieure européenne de la sécurité commune, sans pour autant limiter les fonctions du haut représentant qui est son adjoint dans la gestion de l'Union européenne. Le Conseil européen se prononce toujours par consensus, sauf si les traités en disposent autrement. Le Conseil européen prend les décisions à la majorité qualifiée sur l'élection du président du Conseil européen, la désignation du président de la Commission également, la désignation du haut représentant et la désignation du président et du vice-président de la Banque centrale européenne. Le président du Conseil européen ainsi que celui de la Commission ne peuvent participer au vote. Voyons maintenant les relations qu'entretient le Conseil européen avec la Commission européenne. Selon les traités, une liaison organique existe avec la Commission, dont le président fait partie du Conseil européen, comme on a déjà dit. Donc, le président de la Commission européenne assiste toujours au rassemblement du Conseil européen. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères
et vice-président de la Commission européenne participent également aux réunions du Conseil européen. Le président de la Commission ne peut désormais être assisté par un commissaire autre que le haut représentant qu'avec l'accord du Conseil européen. Des relations du Conseil européen avec le Parlement. La seule relation avec le Parlement européen concerne la transmission d'un rapport à l'issue de chaque réunion du Conseil européen. Donc, après la réunion du Conseil européen, un rapport doit être transmis au Parlement. Qu'en est-il des relations du Conseil européen avec le Conseil de l'Union européenne ou Conseil des ministres ou Conseil tout court? Alors, le Conseil de l'Union européenne prépare les réunions du Conseil européen et adopte avec le Parlement les textes juridiques et qui traduiront en action les orientations fixées par les chefs d'État ou de gouvernement. Donc, une coopération entre le Conseil de l'Union européenne et le Parlement pour préparer les textes juridiques. Le traité de Lisbonne supprime la participation systématique des ministres des Affaires étrangères qui ne seront désormais convoqués que si l'ordre du jour le nécessite, au même titre que les autres membres du gouvernement qui n'étaient jusqu'à présent pas autorisés à participer au Conseil européen. Alors, pour le suivi de vos cours, veuillez consulter, chers étudiants, votre plateforme e-learning de l'établissement ISTH, www.isthmaroc.com, pour le suivi de vos cours. Et au revoir, à bientôt.